On vient chez nous maintenant alors que les sinistrés doivent redoubler de courage pour le grand nettoyage de leur maison après les inondations. Eh bien, ils doivent aussi redoubler de prudence face aux prétendus experts en décontamination. On va parler de tout ça avec Patrick Despaquettes, qui est président de l'Association des microbiologistes du Québec. Monsieur Paquette, bonjour. Bonjour. Allons-y tout d'abord avec les conseils d'usage quand on retourne dans une maison qui a été inondée. Qu'est-ce qu'on fait comme premier geste, en fait? Mais en fait, la première chose qu'on peut penser, c'est de faire un état des lieux de la situation, puis rapidement venir requérir les services de firmes spécialisées qui vont pouvoir nous aider à évaluer l'état de la situation, parce que d'une maison à l'autre, on comprendra que la situation peut être variable, puis de cette façon-là, obtenir un protocole de décontamination qui va nous permettre de connaître la marche à suivre. C'est ça, parce que là, on voit des sinistrés arracher les planchers, arracher les murs, vraiment remettre la maison sur le béton. Mais au-delà de ça, il faut aussi s'assurer que la qualité de l'air va être bonne par la suite. Mais effectivement, parce qu'à la différence des travaux de rénovation standard, où on peut se contenter de retirer les matériaux pour en mettre des nouveaux, dans le cas d'inondation ou d'infiltration d'eau majeure, c'est que ça a créé des environnements qui sont propices pour la croissance des moisissures. Puis ces moisissures-là, à l'échelle microscopique, c'est un peu comme les petits pissenlits blancs qu'on retrouve sur nos terrains. Quand on les touche, le pollen s'envole. Les moisissures font la même chose, mais avec des spores. Puis ces spores-là peuvent irriter nos voies respiratoires. Donc, il y a tout un volet à prendre de protection personnelle. On parle de mettre des lunettes, des gants, des masques respiratoires pour éviter d'être exposé à ces moisissures-là pendant qu'on fait le retrait des matériaux qui sont contaminés. Puis par la suite, tout le volet de décontamination avant de rebâtir en neuf aussi. Mais il y a bien des entrepreneurs qui offrent des services pour des travaux d'assèchement, des travaux pour nettoyer, pour remettre en ordre une maison. Est-ce que c'est quand même suffisant quand on prend un entrepreneur? Mais il faut faire attention parce que dans le domaine de la microbiologie, c'est pas une profession qui est encadrée par un ordre, c'est pas quelque chose qui est réglementé. Donc, à ce moment-là, on a un peu du tout et du n'importe quoi. Et dans des situations critiques comme avec les inondations où là, les sinistrés sont vulnérables, sont en détresse, souvent, ça ouvre la porte à des gens qui pourraient vouloir tourner les coins ronds, offrir des services, souvent qui sont surfacturés, qui sont inadéquats par rapport aux problèmes réels. Et à ce moment-là, les gens pourraient se retrouver avec une situation qui n'est pas réglée ou qui pourrait empirer si on n'a pas correctement décontaminé puis retiré tous les matériaux. Et sans nécessairement vouloir mal faire, là, c'est pas nécessairement des gens qui veulent profiter de la détresse des sinistrés. On a de tout. Mais c'est ça, oui. Il y a des gens qui font des travaux qui ne connaissent pas nécessairement ça. Exactement. Puis c'est là que ça devient difficile à départager. Il y a autant des gens qui vont flairer la bonne occasion de justement de venir finalement frauder parce qu'il y offre des faux services aux gens. Et il y a des gens qui pensent avoir les bonnes connaissances, qu'ils ne les ont pas. Mais dans tous les cas, on arrive quand même à la même conclusion que les gens se retrouvent avec des travaux qui sont inadéquats. Chose importante aussi à noter, quand on fait faire un protocole de décontamination puis qu'on le fait exécuter à la maison, la personne qui doit s'assurer que le protocole a bien été exécuté ne doit pas être la même entreprise ou la même personne qui a exécuté les travaux. Ça, c'est un élément de base, mais des fois qu'on a tendance, là, dans l'empressement de vouloir revenir à la maison, puis on comprend les gens qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est des fois quelque chose qu'on va escamoter, puis qui ouvre la porte à ce que des travaux, des fois peut-être bâclés, soient finalement faussement certifiés comme étant conformes. Là. Ah oui, c'est ça. Et parfois, ça peut coûter moins cher aussi, parce que j'imagine que faire appel à un microbiologiste, ça ne doit pas être gratuit non plus. C'est pas gratuit, au même titre que n'importe quel autre professionnel. Je dirais que c'est pas des montants qui sont astronomiques, mais dans les deux cas, les personnes qui sont pas des experts vont offrir aussi des services avec des honoraires qui sont facturables. Et là, moi, je me dis que ça soit un microbiologiste, que ça soit aussi ça peut être une question d'ingénierie aussi, parce que si on se retrouve dans une situation où l'inondation a tellement été majeure, surtout dans un sous-sol, où est-ce qu'il faut retirer certaines structures de la maison, bon, il y a tout un volet là, de génie civil à prendre en compte. Donc, de faire affaire avec des vrais professionnels, c'est toujours mieux que de donner son argent à des gens qui ont des compétences parfois discutables. Mais comment s'assurer qu'on fait appel, justement, à de vrais professionnels si vous me dites que la profession de microbiologiste n'est pas encadrée? Mais en fait, nous, on recommande aux gens, premièrement, de s'assurer que le professionnel avec qui ils font affaire est membre, à la limite, d'une association qui est reconnue. L'Association des microbiologistes en est une. Par la suite... Parce qu'il y a des normes qui sont respectées par ces gens-là? En fait, c'est que nous, on a un code de déontologie, puis on a un certain nombre de pratiques professionnelles pour lesquelles nos membres se doivent de souscrire. Donc ça donne déjà une première assurance qu'on a affaire avec un microbiologiste qui fait le choix volontaire
volontaire de devenir membre de l'association. Puis là, par la suite, il y a une série de vérifications qui peuvent être faites là, à travers le guide qu'on a produit sur le site de l'association. On va le montrer, l'outil que vous avez produit justement, qu'on retrouve sur votre site Internet. C'est donc des précautions d'usage avant d'entreprendre les travaux de décontamination. Exactement. Des avant, surtout au niveau de s'assurer que les entrepreneurs ont les bonnes licences au niveau de la régie du bâtiment. On recommande aussi de s'assurer auprès de l'Office de protection du consommateur qu'on a des gens pour qui ils n'ont pas nécessairement de plaintes qui ont été déposées. Puis par la suite, bon, tout le protocole de décontamination et le fait aussi que si des analyses de laboratoire doivent être faites, mais de s'assurer de les faire dans des laboratoires qui sont accrédités. Et on le voit d'ailleurs là en ondes. Là. Donc, c'est en 6 points, quand même assez facile de s'y retrouver. Monsieur Paquette, merci d'avoir été avec nous. Puis on souhaite encore une fois bonne chance aux sinistrés. Bon courage. Merci Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.